Charles Bukowski était un alcoolo, un dragueur, un addict au jeu, un radin, un parasite et à son apogée, un écrivain à succès. Il avait des ambitions artistiques, des ambitions littéraires. Mais pendant des décennies, aucun magazine, revue, journal, agent ni éditeur n'a voulu de lui et de ses ouvrages. Ceux-ci étant qualifiés d'abominables, obscènes, répugnants. Croulant sous les lettres de refus, il a sombré dans une profonde dépression. Aggravé par l'alcool, celle-ci allait l'accompagner la majeure partie de sa vie. Il bossait dans un bureau de poste au tri du courrier, il était payé la moitié de que dalle, et l'entièreté passait dans la boisson ou les paris hippiques. Le soir venu, il picolait tout seul, et à l'occasion, alignait péniblement quelques phrases qu'il tapait sur sa vieille machine à écrire toute pourrie. Il lui arrivait régulièrement de se réveiller par terre après s'être endormi, complètement pété. Il a un bon cardio le Charles, parce qu'il est resté 30 ans sur le même rythme, un savoureux mélange d'alcool, de drogue et de jeu d'argent. À l'aube de ses 50 ans, il meurt. Non, je déconne, ça aurait choqué personne vu le rythme du gars. Au lieu de ça, le responsable d'une petite maison d'édition indépendante le contacte. L'éditeur en question ne pouvait pas lui dérouler le tapis rouge, ni lui promettre un gros chèque. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était de lui donner sa chance. C'était bien la première fois que quelqu'un osait lui faire confiance. Bukowski savait pertinemment que ça pouvait être aussi la dernière. Fidèle à lui-même, il répondit « J'ai deux options, retourner au bureau de poste et devenir dingue. Ou ne plus jamais y remettre les pieds, jouer à l'écrivain et crever de faim. » J'ai décidé de crever de faim. Aussitôt le contrat signé, il s'est mis au travail et a pondu son premier roman en 3 semaines. Un texte sobrement intitulé « Post Office », traduit en français par Le Postier. En lieu et place des remerciements, on retrouve la petite touche Charles Bukowski « Je dédie ce livre à personne ». Il est parvenu à se faire un nom en tant que romancier et poète. Il a continué d'écrire, publiant 6 romans et des centaines de poèmes. Ses livres se sont écoulés à plus de 2 millions d'exemplaires. Ouais, on parle toujours du même gars, la croix à la coke imbibée de Sky jusqu'aux oreilles. Toi et moi, on n'y croit pas. Alors imagine lui, vivant tous les jours dans ce bordel qui constituait sa vie. Malgré le succès de ses livres et sa célébrité, Bukowski était un loser, et il le savait. C'est pas sa détermination ou sa combativité qui l'ont amené jusqu'ici. Son génie, c'est sa lucidité sur son identité, plus profonde lui-même, sans cacher ni diminuer ses parts d'ombre. Il utilisait l'entièreté de sa personnalité dans son écriture, ses qualités comme ses travers les plus criants. Il n'a jamais voulu être quelqu'un d'autre. Don't try. Ce sont les mots qu'il a choisi de graver sur sa tombe. Traduit littéralement, c'est le titre de cette vidéo. N'essaie pas. Mais n'essaie pas quoi ? Parce que si t'essaies jamais rien, tu feras jamais rien. Non, là, Bukowski s'est pris pour Yoda, il nous a filé que la moitié du dicton, à nous de trouver l'autre moitié. Internet s'est penché sur son cas, et il y a toutes sortes de théories. Celle que l'on peut de suite écarter, c'est n'essaie pas de faire ce que j'ai fait. Il y a des milliers d'exemples à travers le monde d'entrepreneurs qui réussissent après des centaines de refus. Le colonel Sanders de KFC ou J.K. Rowling l'incarne parfaitement. La théorie que je préfère, c'est n'essaie pas d'être ce que tu n'es pas. Et celle-ci colle parfaitement à son histoire. Mais ce n'est pas la seule. L'authentique histoire du succès de Bukowski. Être un raté et réussir quand même. Le succès, au fond, il s'en foutait. Devenu une vedette, il continuait de se pointer à des lectures poétiques bourrées au dernier degré et d'y insulter le public. Il continuait de jouer la provoque et de se jeter sur le premier jupon venu. L'argent et la notoriété ne l'ont pas rendu meilleur. Et ce n'est pas en devenant meilleur qu'il a recueilli succès et célébrité. Si l'amélioration de soi et la réussite vont souvent ensemble, elles ne se confondent pas pour autant. Le discours ambiant est saturé de positive attitude. Soit plus heureux, soit en meilleure santé, soit le meilleur, plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus populaire, plus productif. Soit parfait pour pas dire exceptionnel. Seulement, quand t'appuies sur pause 2 minutes pour réfléchir, tu t'aperçois que les conseils dont on te bourre le crâne du matin au soir pour positiver et trouver le bonheur n'aboutissent en réalité qu'à te focaliser sur ce qui te manque. Comme un zoom sur tes défauts et tes échecs. Tu vois plus que ça. Tu ne penses plus qu'à ça. Du coup, tu cherches les meilleures stratégies pour te faire de la thune. Parce que tu penses que t'en as pas assez. Tu fais des exercices de visualisation dans l'idée que tu ne réussis pas assez. Tu achètes tous les bouquins de dev perso que tu trouves, tu regardes des centaines de vidéos sur YouTube. Cette obsession pour le positif en devient malsaine. Ajoutez à cela les réseaux qui nous montrent uniquement la réussite des autres, et vous avez là la recette de la dépression en 3 minutes. Le gars qui a confiance en lui n'a pas besoin de prouver qu'il a confiance en lui. Et ça marche pour tout. L'argent, le physique, le succès, le bonheur. Si tu rêves tout le temps d'avoir ceci ou d'être cela, tu ne fais que renforcer ton inconscient. Que tu n'as pas ça, ou que tu n'es pas comme ça. Les publicités ne veulent qu'une seule chose. T'enfoncer dans le crâne que ta vie est pourrie. Il te faut un meilleur job, une caisse plus classe, et te marier avec Margot Robbie. Bon, après tout, qui ici dirait non ? Bien sûr, c'est bon pour le business, mais un peu moins pour ta santé mentale. Tu deviens accro au superficiel et au matériel,
On te fait croire que c'est ça le bonheur, et le temps d'avoir tout ça, hop, 10, 20, 30 ans de ta vie se sont écoulés. Alors, il a quel goût leur bonheur? Amer tu dis? Non, menteur. Alors qu'en réalité, la définition du bonheur est très personnelle. Si tu veux une vie épanouie, n'essaie pas d'en vouloir de trop. Efforce-toi, au contraire, de baisser ton niveau d'aspiration. Je te dis pas de niveler par le bas, mais de te concentrer sur l'essentiel. De ne vouloir que ce qui est vrai et important à tes yeux. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. L'aspiration à vivre des expériences plus positives est en soi une expérience négative. Et paradoxalement, consentir à vivre les expériences négatives qui se présentent ou s'imposent à nous constitue en soi une expérience positive. Alan Watts, l'un des pères de la contre-culture américaine dans les années 60, donna un nom à ce paradoxe, la loi de l'effort inverse, selon laquelle plus tu cherches à te sentir mieux, moins tu te sens bien. Pourquoi ? Parce que vouloir obtenir un truc ne fait que renforcer ton sentiment de manque. Plus tu désires quelque chose, moins tu éprouves de satisfaction. Plus tu veux être fliqué par exemple, plus tu te sens fauché, quelle que soit ta situation financière. Pour citer Albert Camus, tu ne seras jamais heureux si tu cherches continuellement de quoi est fait le bonheur. Tu ne vivras jamais si tu cherches toujours un sens à la vie. En résumé, laisse tomber. Pour reprendre la citation de Bukowski, ma théorie ici ce serait « n'essaie pas d'être heureux ». Bon, c'est à ce moment-là que tu me réponds. Mais qu'est-ce que je fais de la super caisse pour laquelle je me suis saigné pendant des années, du physique de rêve que je me suis taillé à la salle de sport, la baraque avec piscine et billard que j'ai toujours rêvé, si je dois me sortir tout ça de la tête, je n'arriverai jamais à quoi que ce soit. Objection acceptée. Tu n'as jamais remarqué que parfois, quand tu te préoccupes moins de réussir certaines choses, tu les réussis mieux ? Que c'est lorsque tu cesses d'avoir le nez dans le guidon que tout s'éclaire miraculeusement. Ce qui est fascinant avec la loi de l'effort inverse, c'est qu'elle fonctionne à rebours. Si la quête du positif est négative, alors la quête du négatif ne devrait pas manquer d'engendrer du positif. C'est en bavant à ton cours de gym que tu boostes ton énergie et améliores ta santé de manière générale. Dans la vie, tout ce qui en vaut la peine s'obtient en acceptant de surmonter l'expérience négative associée. Toute tentative de fuir, d'éviter ou de réprimer le négatif finit par produire l'effet inverse. L'évitement de la souffrance produit de la souffrance. Le contournement de la lutte est en soi une lutte. Le déni de l'échec, c'est encore l'échec. Le truc, c'est que tout dans la vie est basé sur ce principe. On va prendre la bucket list de Jean-Mi. Ok, admettons. Jean-Mi veut un corps de rêve comme les beaux gosses sur Insta. Un taf dans la finance, une caisse de sport, une femme, des enfants, une grosse baraque, bref, la totale. Mais Jean-Mi, ça reste un humain. Donc la sueur, les études, la souffrance, ça le fait chier. Visualise ça de la manière suivante. Chacun des projets sur la bucket list de Jean-Mi, c'est un bout de ficelle. On les met tous ensemble, ça fait une grosse boule emmêlée au milieu de la pièce. Cette pièce, tu peux la considérer comme son esprit. Voici les règles. Pour que Jean-Mi progresse vers un de ses objectifs, il doit démêler de la grosse boule le bout de ficelle correspondant. Mais comme dit précédemment, démêler ça fait chier Jean-Mi. Alors il se retrouve là, avec un gros tas au milieu de la pièce, il a envie de ses abdos saillants, mais il n'a pas envie de réaliser l'expérience négative associée. Et le problème, c'est qu'il peut rien faire d'autre dans cette pièce, puisqu'il y a tout ça à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Tu vas me dire qu'il a juste à se bouger le cul. Et se mettre à démêler cette grosse boule de ficelle, et... Réveille-toi putain de merde, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses. Sauf que là encore, il y a un mais. Plus il essaie d'y aller frontalement, moins ça marche. Il n'arrive pas à démêler le moindre bout de ficelle, et le temps ne va pas l'attendre. Notre Jean-Mi avance vers ses 30 ans, et il a rien coché sur sa liste. Il se dit que c'est un raté, que cette liste c'est comme l'euro million, il le claquera jamais. N'essaie pas de tout contrôler, ou de tout calculer. L'astuce ici, c'est de lâcher l'affaire. Ouais, t'as bien compris. Au cours de ma vie, je me suis pris la tête pour tout un tas de trucs. Mais pour d'autres, j'ai aussi réussi à pas m'emmerder. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les choses dont je me suis royalement foutu qui ont le mieux fonctionné. T'as probablement en mémoire des exemples de gens, ou toi-même, qui n'en ont eu rien à foutre et ont accompli des prouesses, comme Mark Manson qui en témoigne dans son bouquin. Pour revenir à mon cas personnel, quitter un boulot dans la finance au bout de 6 mois seulement pour démarrer une activité sur le net figure au top de mon palmarès d'exploits en mode « je m'en foutiste ». Il en est de même de ma décision de vendre l'essentiel de ce que je possédais et d'aller m'installer en Amérique du Sud. Si je me suis pris la tête avec ça, bien sûr que non. Je suis parti et je me suis lancé. C'est tout. Ces moments sans gamberge, où tu te fiches éperdument des conséquences, sont les plus décisifs. Prendre une décision radicale dans ta carrière, changer de pays, quitter enfin cette relation toxique, c'est faire face aux difficultés de la vie, même les plus grosses, même les plus terrifiantes, et y aller quand même. Un jour, tu finiras dans une caisse en sapin, et d'ici là, tu n'auras qu'un nombre limité de choses et de personnes qui mériteront réellement ton attention. Et si, sans t'en rendre compte, tu t'emmerdes pour tout et tout le monde, t'es foutu.
Bon ok, j'ai l'air de te donner des leçons comme ça. Ce que je te propose ici, c'est déjà de te rendre compte que ce mécanisme existe et qu'il prend trop de place dans ta vie de tous les jours. Ensuite, c'est d'apprendre à focaliser ton attention et établir des priorités dans tes pensées, le plus efficacement possible. Faire le tri entre ce qui est vital pour toi ou non, suivant tes valeurs. Il faut parfois une vie entière pour comprendre et maîtriser ça. Tu manqueras pas de te planter, mais c'est sans doute le seul combat qui en vaille la peine. Quand on entend quelqu'un dire qu'il s'en fout de tout, les gens se représentent une personne indifférente, qui perd jamais ses moyens et que rien n'affecte vraiment. Il existe un terme pour désigner un mec comme ça là. Tu sais, imperméable aux émotions, qui capte pas le sens des situations. Ah ouais, un psychopathe. Bon, t'as bien compris, ici c'est quelque chose de légèrement différent dont je parle. Laisse-moi t'éclairer sur quelques subtilités. Subtilité numéro 1, s'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. En réalité, les gens indifférents sont loin d'être admirables, et encore moins sur d'eux. C'est même ceux qui se préoccupent le plus du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de mon brushing ? Bon, si je me coiffe pas, j'ai pas de brushing. Ils dissimulent leur idée derrière du sarcasme, pour éviter le jugement. Les gens indifférents sont en réalité terrifiés par leur environnement et les répercussions de leurs choix. Ils ne font donc aucun choix important, choisissant quasi systématiquement la neutralité, se dispensant de l'activité tellement chronophage et contrariante qu'on appelle vivre. En fait, s'en foutre n'existe pas. T'es obligé de t'en faire pour quelque chose. C'est de l'ordre de la biologie humaine de toujours tenir à quelque chose. Personne ne se fout complètement de tout. Alors à quoi choisissons-nous de tenir ? Et comment nous foutre de ce qui ne compte pas ? Premièrement, c'est un choix. On en revient aux pratiques stoïques. C'est toi qui choisis d'extérioriser ta réaction aux situations qui se présentent à toi. Imagine le mec devant toi à la cantine. Il pique la dernière portion de frites. L'émotion qu'est la colère, et l'envie de meurtre qui va avec, sera présente quoi qu'il arrive. Or, c'est toi qui choisis d'y céder ou non. C'est toi qui choisis de te laisser envahir par ces émotions négatives et de les laisser dicter ton attitude sur le moment, et des fois même pour le reste de la journée. Il te faut alors un repère pour déterminer si quelque chose vaut la peine de t'investir émotionnellement dedans ou de t'en foutre royalement. Et c'est là qu'entrent en jeu tes valeurs. La famille, les amis, ta raison de vivre, les Kinder Pingui, quel banger, bref, tu m'as compris. Si tu brailles à tout va pour tout et rien, ta parole perd de son importance. Alors que si tu te mobilises pour moins de choses, mais des trucs qui comptent vraiment pour toi, les autres le sentiront et prendront plus en compte ton investissement. Par contre, tu dois aller jusqu'au bout de tes pensées. Tu peux pas être aux yeux de certains quelqu'un d'important, quelqu'un qui éveille les consciences, sans te faire charrier par d'autres que du même coup tu déranges. Impossible, parce que l'absence d'adversité, ça n'existe juste pas. Subtilité numéro 2, pour se foutre de l'adversité, il faut donner de l'importance à quelque chose de plus important que l'adversité. Bon, là je pense que t'as eu un peu mal au crâne avec ma phrase, t'inquiète, ça va bien se passer. J'aime beaucoup l'affirmation suivante. Quand quelqu'un n'a pas de problème, son esprit trouve automatiquement le moyen d'en inventer. Des journalistes ont fait l'expérience d'aller poser la même question à des enfants partout dans le monde. La question était un truc du style « Si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ?» Dans les zones de guerre, ils demandent des choses simples, des trucs de première nécessité. Revoir leur famille ou amis décédés pendant les guerres, ou même de la nourriture. À la même question, les enfants des zones développées répondent la nouvelle PlayStation, des frites illimitées ou que le PSG gagne enfin la Ligue des Champions. Ah, c'est beau la naïveté des enfants. C'est pas pour rien que dans ces zones dites développées, des personnes s'identifient dans des mouvements idéologiques de plus en plus extrêmes, qui n'existaient pas il y a encore 20 ans. Les gens se sont créés des problèmes existentiels, quitte à s'empoisonner la vie, car ils ont la chance de ne pas en avoir de plus important. Conclusion, identifie ce qui a de l'importance et du sens à tes yeux, pour utiliser au mieux ton temps et ton énergie. Autrement, tu gaspilleras ta vie pour des choses ou des causes qui n'en valent pas la peine. Subtilité numéro 3, que tu t'en rendes compte ou pas, tu choisis toujours de tenir à un truc plutôt qu'à un autre. Celle-ci, plus t'es jeune, plus elle sera impactante si tu l'appliques. Donc ma petite sœur devrait écouter avec attention. Si je devais représenter à quel point l'être humain est indifférent à son environnement suivant son âge, ça ressemblerait à ça. Quand t'es jeune, tout est à découvrir, et tout te semble méga important. Tu t'inquiètes pour tout et tout le monde, tu te soucies de ce que les autres pensent de toi. Avec l'âge et l'expérience, tu comprends que l'avis des autres, ça n'a pas vraiment d'impact sur ta vie. Tu réalises à quel point ces gens s'en foutent de tous ces détails insignifiants te concernant, ce qui te permet de moins encombrer ton esprit. Tu deviens en fait plus sélectif, et tu ne retiens plus que ce à quoi tu tiens le plus. C'est ce qu'on appelle la maturité. Tu as appris à tenir seulement à ce qui en vaut le plus la peine. À l'approche de la cinquantaine, si ton énergie décline, ton identité, elle, se consolide. Tu sais en principe qui tu es et tu t'acceptes tel quel, y compris dans les aspects les moins reluisants. Et aussi bizarre que ça puisse sembler,
C'est libérateur. La vie est juste ce qu'elle est. Tu la reçois dans ce qu'elle a de génial et aussi de moins fun. Tu consacres à présent ton énergie exclusivement à ce qui te branche vraiment, ta famille, tes meilleurs amis, ton sport de prédilection, et à ton grand étonnement, ça te suffit. Te simplifier la vie contribue à faire de toi quelqu'un d'heureux. Vraiment. Et l'idée te vient que cet alcoolo barré de Bukowski n'était peut-être pas si taré que ça.